La suite, c'est tout simplement la restitution, donc, ou en tout cas l'analyse faite par les rapporteurs des différents ateliers, ce qu'ils ont retenu comme point clé à faire rapporter à l'ensemble des participants. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Pierre Yézou, qui travaille à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Pour l'atelier 1, pardon. Donc, c'est un rapport de l'atelier 1, rapidement. C'est un rapport co-rédigé entre l'animateur François Surat et moi-même. Donc, nous avons bénéficié de 4 intéressantes présentations, l'une sur l'eau, l'autre sur les déchets, la troisième sur la biodiversité et la quatrième sur les transports. Dans les 4 cas, il s'agissait d'enquêtes qui remontent au moins jusqu'à l'échelon national et éventuellement au niveau européen. Dans tous les cas, on a affaire à une grande diversité d'acteurs, ce qui implique une grande diversité des sources de données. Ça veut dire également des données qui sont toujours assez hétérogènes, ou de qualité inégale, et voire parfois inexistantes pour certains acteurs, donc des jeux de données qui ne sont pas systématiquement complets au niveau national. Et dans l'architecture de chaque réseau d'information, donc une articulation qui peut être très variable entre le local et le national, avec des échelons départementaux ou régionaux structurés de façon diverse. Et au sein de cette architecture se pose fréquemment la question du retour de l'information jusqu'au niveau local, départemental, régional. Donc de l'ensemble des présentations et des discussions ressortent 2 mots-clés extrêmement importants, qui est la question des référentiels pour mettre en commun des données, des bases de données. Il faut des accords sur les termes, sur leur présentation, sur les protocoles qui seront utilisés. Donc ce sont des approches qui sont plus ou moins nettement perçues par les différents acteurs, voire par les têtes de réseau. On a eu un exemple de travail extrêmement réfléchi et structuré par l'Office international de l'eau pour produire des référentiels qui permettent la jonction, les transferts de données entre acteurs. Mais le travail est loin d'arriver d'avoir atteint le même niveau de précision dans tous les domaines. Un autre point important qui apparaît dans différentes discussions, c'est que une volonté pour que ou un souhait au moins, pour que chaque niveau, que ce soit du local au national pour le moins, puisse gérer ses propres données. Que l'acteur qui fournit de la donnée n'est pas simplement un fournisseur de données, mais c'est quelqu'un qui gagne également à pouvoir travailler au moins une partie de la donnée. Et enfin, le dernier point, un point extrêmement important, est celui du rôle d'un relais au niveau régional. Un relais au niveau régional est une méthode souvent utile pour stabiliser la qualité de la donnée. Quand ça arrive en national, c'est trop tard, trop loin du terrain pour pouvoir, dans bien des cas, vérifier la qualité de la donnée. Et d'autre part, le niveau régional est également un niveau très bien placé pour apporter une plus-value, que ce soit pour la valorisation des données. On parlait tout à l'heure de l'intérêt pour que chaque niveau puisse travailler un peu la donnée. Donc une valorisation peut se faire au niveau régional, et également à l'échelle régionale, et souvent une échelle de restitution extrêmement intéressante, car il existe une forte demande, vraiment une forte demande des niveaux intermédiaires en matière de retour, et ce retour n'existe pas toujours. Voilà. Merci.
Donc la présentation qui suit va être faite par Arnaud Willem, qui nous arrive de Brest, de Métropole Océane. Donc l'atelier numéro 2, qui concernait les projets d'ouverture des données publiques, était animé par Fabrice Funk, qui est responsable des systèmes d'information à la Dreal Bretagne. Bien sûr, merci à notre sponsor Météo France. Non, je rigole, c'est juste pour illustrer le modèle économique de l'open data. Alors, nous avons eu un atelier très riche avec 4 présentations. Météo France, justement, Eau-France, Géo-Bretagne, puis le programme Open Data de Rennes Métropole. Pardon. Alors, très rapidement, j'ai établi un tableau de ce qui nous semblait être les bonnes pratiques et les points d'attention qu'on a appelés sensibles, mais il ne s'agit pas de commentaires négatifs, hein, c'est simplement points d'attention. Je vais passer très rapidement sur ces 4 synthèses des 4 présentations, puis on essaiera de terminer sur des grandes questions générales qui se sont posées de manière assez consensuelle au sein de l'atelier lors du débat final. Alors concernant Météo France, je dirais deux notions très importantes. C'est d'une part, on a là une institution qui est véritablement en transformation, et j'ai pu noter un certain nombre de points clés en matière de pratique. Au-delà la longue histoire de cette institution, hein, de tradition de coopération et d'expertise, j'ai noté un point très important, c'est la compréhension qu'il y avait des champs nouveaux qui s'ouvraient à eux, et en particulier ce qu'ils ont nommé le champ concurrentiel par rapport à leur mission de service public. Et à l'intérieur de ça, on voit une grande maturité sur la manière d'appréhender cette matière brute qu'est la donnée, à savoir un travail de recensement, une offre de service, la notion de licence d'usage, la publication de données dans des portails avec des outils. Quand j'ai noté portail existence, j'ai noté LS comme libre service, et la capacité d'accéder à une hotline, ça a l'air de rien, mais dans l'accompagnement de la mise à disposition de données, on a une véritable pensée et une organisation au service de cette mise à disposition. On note aussi qu'ils ont bien conscience de se recentrer sur la qualité des données, sur l'industrialisation du processus de production et sa distribution. Et puis il y a un point très important, je ne vais pas assez vite, il faut que j'aille plus vite, c'est la notion de bien commun. Et dans le modèle économique, c'est la notion de redevance qui est une forme mutualisée de financement du bien commun. Là-dessus, c'est un des points clés du débat qu'on a eu dans notre atelier. Les points sensibles, c'est que nous avons une institution qui est en cours de transformation, qui en a conscience, mais en même temps qui a un pied de chaque côté, et ça a fait l'objet de nombreuses interrogations. Concernant Eau-France, là c'est pareil, une institution qui développe un certain nombre de pratiques significatives, avec des mots-clés que j'ai notés à la volée, comme diffusion dans les missions, citoyens dans les destinataires, standard opérable dans les formats. C'est une institution qui fait aussi l'effort de donner un certain nombre de clés d'usage aux utilisateurs, métadonnées, contextualise les données. Elle propose un certain nombre de services web, plus des analyses, des synthèses. Une prise de conscience aussi sur ce qu'on ne peut pas diffuser à travers les données à caractère personnel ou les données sensibles. Quelques points d'attention tout de même, c'est que c'est encore un système partenarial et agrégateur, un de plus. Il y a encore du chemin sur la culture avec des mots que j'ai attrapés à la volée sur nous avons peur de ce que les gens peuvent faire de nos données. Et du travail sans doute à développer dans les années à venir sur l'usage des données diffusées. Géo-Bretagne, aucun point sensible. Non, c'est la puissance invitante. Non,
Je vous laisserai bien sûr les documents, mais ce qui me semble important, c'est une concrétisation de la directive Inspire de manière très pratique et très lisible. Diffuser, valoriser les données, les métadonnées, mettre la donnée à disposition et harmoniser les données, ça c'est l'objectif ambitieux, pour pouvoir les agréger à une échelle plus large. Ce qui est intéressant aussi, dernier point, c'est les usages. Il y a des appropriations réelles, il y a des applications grand public, et ça finalement c'est le résultat du travail. Enfin, la présentation sur de Rennes Métropole, pardon. Là aussi, il y a un focus sur, disons, deux grands points. C'est une approche par le bas, une approche par l'usager, par l'habitant. C'est assez remarquable par rapport à la promesse de l'ouverture des données publiques. Et c'est voilà, 3 recommandations sur comment construire un programme d'ouverture. Ce qui est important, c'est aussi l'organisation, l'animation du réseau et le volet communication. Alors, pour finir, voilà, des notions qui mériteront d'être développées, la notion d'ouverture. On peut dire en synthèse que c'est une nouvelle approche basée d'emblée dans une interaction et un dialogue entre producteurs et réutilisateurs, et non plus une approche du haut vers le bas, comme on a pu voir par le passé. La notion de gratuité ou de prix, qui est une notion délicate et qu'il faudra stabiliser. J'ai repris une phrase qui n'a pas été citée dans l'atelier, mais que je tiens de mon expérience antérieure, c'est on dit souvent que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Voilà. Et pour finir, des grandes questions. Voilà, je les ai résumées ici, avec les mots-clés, c'est Inspire, échelon territorial, l'interopérabilité, les flux, la gratuité, les usages. Et on n'a pas tellement dialogué là-dessus, mais ça aurait pu être intéressant, c'est la notion de données fixes et de données de temps réel, données vivantes, qui n'a pas été spécialement développée. Voilà, je vous remercie. Donc maintenant, on va entendre Gaël Hénaf, qui est maître en conférence en droit de la propriété intellectuelle à l'université de Rennes 2, nous résumer le contenu de l'atelier 3. Alors, il n'y a pas de support de présentation. Gaël va improviser, comme il l'a fait à la fin de l'atelier, de manière assez remarquable. Voilà, je vous passe la parole tout de suite. Voilà, avec une pression énorme. Donc nous avons aussi eu un atelier très riche. Il n'y a pas de raison que notre atelier ait été moins riche, même si nous étions un peu moins nombreux. Donc avec une intervention de Cédric Favre sur les données publiques, de Diane Le Hénaf sur les archives ouvertes de l'INRA, qui était un exemple de mise en place de licences dans le cadre d'un établissement de recherche, de Marc-Aurèle Darche sur les licences libres, donc qui est membre du conseil d'administration de l'AFUL, l'association francophone des utilisateurs de licences libres, et Benjamin Jean, qui remplaçait au pied levé Christophe Cross, qui représentait la ville de Paris, qui a utilisé et mis en place la licence ODBL, et donc pour témoigner de cette mise en place. Alors, en fait, plus que des solutions, l'atelier a permis d'avoir un certain nombre de réflexions sur les questions en fait, à se poser ou qu'on peut se poser, et les pistes de recherche que l'on peut adopter pour répondre à ces questions, de la protection finalement juridique à la fois du concédant et du concessionnaire, de celui qui met à disposition et de celui qui utilise, puisque c'est une interrogation qui est sans doute majeure. Quels sont les risques? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de dénaturation? Voilà. Et donc la question finalement, c'est est-ce qu'il y a des licences qui seraient plus aptes à répondre à ces interrogations, à ces recherches que d'autres? Alors les différentes interventions nous ont montré que en fait, sur la même base de départ, qui est la base des licences libres et surtout gratuites dans l'utilisation et la réutilisation, il y avait un certain nombre de variétés de modèles diffusés alors par les uns et par les autres, par l'agence de la propriété intellectuelle de l'État, donc l'API, ou alors la licence toute nouvelle Etalab, d'Etalab qui est la licence ouverte, ou alors des licences plus classiques comme l'ODBL par exemple, ou les licences Creative Commons. Alors quelles sont les différentes interrogations et les différentes pistes que ces ateliers et les questions, parce que les questions étaient très riches également, ont permis de mettre en avant et de mettre en lumière. D'abord une question qui est une question générale qui a peut-être été traitée préalablement, qui est la question de diffuser ou de ne pas diffuser.
il y a une question de choix de diffuser. L'INRA a choisi de diffuser, mais il y a aussi des obligations juridiques et la loi CADA, dont vous avez certainement entendu parler, oblige également à mettre à disposition un certain nombre de données publiques. Donc diffuser ou ne pas diffuser avec ces enjeux juridiques, ces enjeux politiques, mais également d'autres enjeux. Par exemple, Diane Le Hénaff nous a montré comment la diffusion des archives de l'INRA ou la mise à disposition d'un certain nombre de travaux de chercheurs de l'INRA permet à la fois de valoriser l'établissement, mais également de valoriser les travaux de ces chercheurs et d'améliorer, par exemple, la visibilité d'un certain nombre de recherches. Donc il y a des dimensions pré-licence qui sont extrêmement importantes et qui prévalent, qui déterminent les conditions d'utilisation ensuite de la licence. Donc, faut-il diffuser ou pas et quels sont les enjeux ici? Deuxième enjeu qui est plus juridique, licence ou pas licence. La loi de 78 CADA, par exemple, dit qu'il n'est pas nécessaire de diffuser par des licences les données publiques dès lors qu'elles ne donnent pas lieu à une redevance, mais oblige la diffusion par redevance à la diffusion par licence. Ce qui n'exclut pas, quand elle est gratuite, de passer aussi par la licence, qui rassure. Donc licence ou pas licence, la question qui peut-être serait à poser, c'est est-ce que, d'après ce qu'on a entendu dans les questions, c'est finalement est-ce qu'il y a une licence prête à porter en matière de diffusion des données publiques et de contrôle de l'utilisation et de la réutilisation. Et donc là, à la fois les interventions, mais également les questions, je pense, ont montré qu'en réalité, il n'y a pas de licence tout à fait prête à porter encore, pas tout à fait adaptée aux différentes utilisations possibles, mais des exemples ont montré, l'exemple de la mairie de Paris ou l'exemple de l'INRA, ont montré qu'il était tout à fait possible de partir d'un modèle existant, Creative Commons pour l'INRA, ODBL pour la mairie de Paris, et de l'adapter aux conditions voulues, au choix voulu de la part de l'établissement, de l'organisme, de l'administration concernée. Donc, ce qui me paraît intéressant, qui est ressorti de ces différentes interventions, sur le choix de la licence, c'est ça, qu'il n'y a pas de licence, c'est ce que disait Cédric Favre en commençant, il n'y a pas de licence spécialement appropriée à, il y a un certain nombre de possibilités de licence, et c'est parmi ces choix de licence qu'il faut opérer et trier. Donc, avec une difficulté quand même, c'est celle de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que pour adapter la licence, faut-il encore en comprendre exactement le sens, l'étendue, les possibilités. Et donc là, nous avons vu que certains services étaient un peu démunis, faute d'avoir toute la maîtrise juridique nécessaire pour adapter ces licences, même si ces licences sont quand même assez simples à lire et à comprendre. Hein. L'adaptation nécessite quand même une réflexion préalable, notamment avec le juriste, s'il y en a, de ces organismes ou de ces établissements concernés. Alors, quelques points essentiels, moi, qui me paraissent ressortir sur la réflexion sur les licences. D'abord, c'est quand même une licence, c'est un acte volontaire, c'est un acte de volonté, j'ai terminé là-dessus tout à l'heure, c'est-à-dire que ça n'est pas un abandon de droit dans le domaine public comme serait la dernière licence Creative Commons 0, c'est véritablement un choix de traduction juridique d'une volonté préalablement mûrie, comme on l'a vu. Donc c'est un acte volontaire. La deuxième chose, c'est que la licence, c'est aussi un acte juridique, c'est-à-dire que c'est un engagement à la fois de celui qui accorde la licence, c'est-à-dire il garantit, alors il s'exonère pour une part de certaines de ses responsabilités, mais il garantit aussi l'utilisateur de la liberté, des droits qui sont concédés, de la disponibilité des données, d'un certain nombre d'informations qui sont liées à ces données, même si on voit dans ces licences des clauses d'exonération de responsabilité se multiplier, mais là on voit plus le talent des juristes toujours à mettre des clauses de limitation de responsabilité plus qu'une véritable volonté parfois des collectivités et des personnes morales. Donc un acte volontaire, juridique, et un acte qui va permettre de déterminer la licence, les modalités exactes de l'utilisation et de la réutilisation, conformément à la fois aux droits relatifs aux données publiques, loi CADA de 1978, par exemple, ne pas dénaturer des données publiques, mentionner la dernière mise à jour, excusez-moi, ou alors mentionner la source et l'auteur, s'il y a lieu, et faire attention également à préserver aussi dans ce domaine de l'utilisation et de la réutilisation des droits préexistants des auteurs. Donc nous avons eu ce débat-là. Les données publiques ne sont pas nécessairement que des informations brutes. Elles peuvent être aussi des données mises en forme, et sous cette mise en forme, donner prise à des droits de propriété intellectuelle, des droits d'auteur, œuvres de l'esprit ou bases de données,
on voit que c'est aussi une dimension assez importante de l'utilisation de ce que l'on appelle plus génériquement données publiques et peut-être un peu rapidement. Ces licences doivent également réfléchir ou permettre de réfléchir sur donc, les conditions d'utilisation et de réutilisation, la durée, l'étendue de l'utilisation prévue, et également comme un élément auquel il faut penser, les conditions de mise en œuvre et de résiliation de cette licence. Parce qu'après tout, s'il y a licence et engagement juridique, ça engage le concédant, mais ça engage également le concessionnaire qui doit respecter les termes de la licence. Et quelle est la sanction la plus adaptée au non-respect d'une licence ? Eh bien, c'est la caducité de la licence ou l'extinction de la licence, c'est-à-dire la licence prend fin dès lors qu'elle n'est pas, respectée par l'utilisateur. Alors là, on a eu un très bel exemple de la mairie de Paris qui trouvait que la résiliation automatique de la licence n'était pas conforme à son état d'esprit. Et donc, ils ont mis en place une adaptation particulière de ces conditions de résiliation de la licence au DBL, qui était prévue dans le modèle standard, qui était la licence ne sera résiliée. Alors, je ne sais pas si le représentant est là, mais c'était, à mon souvenir, à condition de n'avoir pas respecté ses obligations après une mise en demeure, un recommandé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automaticité dans la résiliation de la licence, mais une démarche, une procédure qui va pouvoir conduire éventuellement à cette résiliation. Donc ce dernier exemple me paraît tout à fait typique de ce qu'il me semble assez bon de faire en matière de licence, c'est-à-dire de prendre des modèles existants, des modèles assez simples, des modèles de licence libre, et de les adapter aux conditions d'utilisation et de réutilisation que l'on souhaite donner des données publiques que l'on possède et que l'on met à disposition. Donc un atelier extrêmement riche à la fois sur le terrain des questions de principe. Alors je vous passe un certain nombre de questions juridiques qui n'intéresseront peut-être ici que les juristes et qui ont été redébattues, et des questions d'application concrète avec l'exemple de Diane Lehenaf, des archives ouvertes de l'INRA, qui montre comment, alors je montre la gauche, mais je ne sais plus si elle est à gauche ou à droite, si elle est à gauche, qui montre comment une personne qui n'est pas juriste, qui est ingénieur système d'information, il me semble, eh bien, peut mettre en place une licence et l'adapter à des besoins extrêmement concrets et pratiques de son institution. Voilà, donc à peu près ce qui a pu se dire dans le cadre de cet atelier 3 sur les licences de diffusion de données à utiliser. Merci. Cette synthèse va m'aider parce que c'est vrai que c'était parfois assez technique à comprendre l'atelier 3. Est-ce que des personnes dans la salle voudraient compléter les interventions, les synthèses qui ont eu lieu par rapport à leur ressenti sur l'atelier, ou poser des questions tout simplement aux intervenants ? Je me suis fait une remarque qui a été provoquée par le fait qu'il n'y avait pas de point sensible sur Géobretagne, mais qui va là-bas ailleurs. Il me semble qu'on a beaucoup parlé des aspects techniques. Alors quand je mets technique, j'englobe éventuellement des problèmes juridiques. On a peut-être un peu moins parlé des responsabilités, comment je dirais, politiques. Quand on met une donnée qui n'est pas accessible et qu'on la rend accessible, on a un impact potentiel qui peut être un peu violent à un moment donné. Donc il y a une responsabilité sur la façon de la mettre en ligne. Je pense à un cas, parce qu'on a eu à en discuter, qui est la mise en ligne des fichiers fonciers. C'était pas disponible, maintenant ils sont disponibles. Bon, alors c'est assez compliqué à manipuler et tout, donc il faudra un certain temps. Mais quelqu'un d'un peu motivé peut faire une utilisation politique extrêmement puissante de ces fichiers-là. C'est-à-dire qu'on peut faire une analyse rétroactive de la politique de construction dans tel ou tel territoire qui peut être problématique. Il y a de ce fait, je prends cet exemple-là, mais on en trouverait aisément d'autres, de réelles responsabilités politiques quand on fait ces choses-là. Et je pense que dans un certain nombre de cas, il y a une réflexion préalable et il y a un système d'accompagnement à la mise en ligne de données sur lesquels il faut être assez vigilant quand même.